Sandro Gozzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé au Parlement européen dans le groupe Renew Europe. Vous étiez auparavant secrétaire d'État aux affaires européennes dans le gouvernement Renzi et Gentiloni de 2014 à 2018, si je ne m'abuse. Vous êtes également le nouveau président, enfin secrétaire général, pardon, du Parti démocrate européen depuis mai de cette année. Et vous êtes également, en poursuivant une tradition partagée par beaucoup d'Italiens, vous poursuivez la tradition du fédéralisme en étant le président de l'Union des fédéralistes européens qui a été fondée, entre autres, par un de vos illustres compatriotes, Altiero Spinelli. Et puis vous êtes, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes très heureux de vous entendre, vous êtes également un des 108 eurodéputés, membres de la plénière de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et vous serez aux côtés de 108 autres députés nationaux et de 108 citoyens dans cette plénière qui a eu sa première session inaugurale qui s'est passée le 18 juin dernier. Et là, on va commencer immédiatement. On en a déjà parlé sur Cosmocène et j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à regarder le Cosmo Club que nous avions fait à cet égard. On va suivre de toute façon tout au long de la conférence très attentivement ce qui s'y passe. Et on aimerait vous entendre pour commencer cette discussion avec vous sur disons, faisons un peu un état des lieux. Où est-ce qu'on en est en juillet de cette année, de cette conférence, à un mois donc à peu près du début de la première session inaugurale, et à quoi faut-il s'attendre dans les mois qui viennent concrètement? Tout d'abord, merci. Merci pour cette occasion que vous me donnez. Et tout d'abord, je dirais que c'était un bon début, celui de la conférence les 18-19 juin. C'était un bon début inattendu pour ce qui me concerne, dans le sens que j'avais peur que ce soit vraiment une longue liste des discours d'inauguration de la conférence, sans lien entre eux, un peu comme ça, collés les uns après les autres, sans véritablement un fil rouge, un âme. Et je dois dire que cette fois-ci, ça s'est passé autrement. Il y a eu des discours clairs, avec un langage plus simple que d'habitude. Je dirais, beaucoup ont voulu faire de la pédagogie, ont voulu affirmer des principes, présenter des propositions, mais en expliquant pourquoi, en expliquant comment mettre en œuvre ces principes et donner une suite à ces propositions. Et moi, je crois que la présence déjà à cette conférence de certains représentants des citoyens et des représentants de la société civile organisée, qui elle aussi est partie de la conférence, les ONG, les mouvements européens, l'Union des fédéralistes européens, vous l'avez rappelé, et les partenaires sociaux, voilà. Le fait qu'on était bien mélangés. Il y avait un parlementaire européen qui parlait, après un ministre, après un citoyen, après les secrétaires d'une ONG, après encore un parlementaire national. Ça a obligé tout le monde à se mettre, disons, à s'immerger dans ces nouveaux contextes. Et je crois que c'est un bon début. Et il est clair que c'est un bon début qui est passé un peu inaperçu. Soyons clairs. Et c'est ça la question, je crois que après ce début, on doit aborder. Mais avant tout, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer à la rentrée. Les processus de sélection par tirage au sort des citoyens, des panels citoyens, donc. Le panel des citoyens, des 400 citoyens, est en cours d'être achevé. Donc, en septembre, les groupes de travail des citoyens commenceront à travailler. Ces groupes de travail des citoyens dans lesquels il y aura aussi des parlementaires européens, des parlementaires nationaux. Et ça va être aussi une étape fort importante parce que d'un côté, on verra véritablement comment la chimie va se développer. C'est la première fois, il n'y a pas de précédent dans ce qu'on fait. Il y a des précédents au niveau national, mais pas sous cette forme-là. Il y a eu des panels citoyens en Irlande pour préparer les référendums sur les mariages pour tous, disons, à l'irlandaise et l'avortement. Il y en a eu en France pour la Convention sur le climat, mais finalement, là, les citoyens sont mélangés aux représentants des citoyens. Et ça, c'est unique.
dans Et ça, l'histoire c'est de la unique. construction. Et ça, c'est unique. Et ils ont élu des citoyens au Parlement européen, des gens comme moi, par exemple. Ils ont élu des citoyens dans leurs parlements nationaux et maintenant, ils discutent avec eux sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité. Et je crois même que nous devons, dès le départ, être beaucoup plus à l'écoute qu'au microphone, pour beaucoup plus avec les casques, parce que chacun va s'exprimer dans sa langue. Il y en a 24 des langues officielles de l'Union européenne, plus que prendre les microphones. Je dirais que dans la première phase, je voudrais que les microphones soient dans les mains des citoyens et les casques bien placés sur les oreilles des parlementaires, des Parce que, ministres et des Sandro, commissaires. ce que vous évoquez ici, c'est aussi la plateforme multilingue qui est en ligne, qui donne, au-delà de la participation des citoyens au travers de panels, la possibilité à tout le monde, Oui. de s'exprimer en ligne. C'est cela. Absolument. Il y a deux choses. Il y a d'un côté les citoyens, 400 citoyens qui vont travailler avec nous dans les groupes de travail, dans la conférence. Et là aussi, chacun pourra s'exprimer évidemment dans sa langue, dans sa langue officielle de son État membre. En parallèle, déjà à partir du mois d'avril, elle a été mise en ligne une plateforme numérique dans laquelle chacun de nous, tous les 450 millions de citoyens européens, peuvent poser des questions, partager leurs idées, partager leurs critiques, partager leurs propositions, organiser des événements et restituer les conclusions des événements qu'ils organisent et dans leur langue, dans cette plateforme. Et ça aussi, personne ne le sait. Personne ne le sait. Aujourd'hui, il y a moins de 20 000 personnes qui sont enregistrées dans la plateforme numérique. La conférence, oui, il y a eu, bon, j'ai parlé avec les services de presse du Parlement européen, ils étaient très contents. On a eu 800 articles qui parlaient de la conférence. Oui, mais il n'y a pas eu l'impact. Nous devons faire la différence. Donc, d'un côté, il faut faire savoir. Il faut faire savoir. Il faut savoir faire l'Europe autrement. La conférence et la plateforme, c'est une façon de faire l'Europe autrement. Donc, nous devons démontrer notre savoir-faire l'Europe autrement, mais il faut faire savoir que l'Europe… Qu'est-ce que vous conseillez à ce propos? Parce que je veux dire, c'est un exercice qui se veut très vertueux et très nouveau, comme vous l'évoquez, qui compte ô combien sur la participation citoyenne, puisque dès l'origine, dans le discours d'ailleurs inaugural qui a été celui qui a annoncé d'une certaine façon l'événement, qui était le discours du président Macron, qui a été repris ensuite dans le programme de la présidente von der Leyen, qui a été adopté par les États. Bon, ça s'est stoppé pendant la pandémie, c'est maintenant reparti à nouveau. On est là en train de s'occuper d'un exercice qui a par vocation celui d'impliquer les citoyens. Donc il faut, par définition, que les citoyens s'impliquent. Vous venez de nous expliquer à juste titre que, soyons très clairs, on en parle très peu. Beaucoup de personnes ne savent pas même d'ailleurs que l'exercice existe, au-delà même d'un manque d'intérêt éventuel. Qu'est-ce que vous conseillez, Sandro Gotti, pour qu'on puisse faire du bruit autour de cet événement? Plusieurs choses. Et tout d'abord, moi, je l'ai proposé aussi au président du Parlement européen, aux membres du comité exécutif, du comité directeur de cet organisme qui doit gérer un peu la gouvernance de cette conférence composée par des ministres, par des parlementaires européens, par des commissaires. Je dis, demandons, nous sommes des citoyens, nous sommes des contribuables, nous payons tous des impôts, on a partout en Europe un service public radio et télé, audiovisuel. Demandons au service public de chaque pays de parler au journal de 20 heures. Moi, je demande 30 secondes au journal de 20 heures. Chaque citoyen, cette conférence existe. Chaque citoyen, il y a une plateforme dans laquelle, finalement, vous pouvez être entendu. Mettez vos idées, partagez vos préoccupations, partagez vos rêves, partagez votre rage, votre insatisfaction, parce que ça fait partie de l'exercice et parce qu'il y a un système de modération de la plateforme qui va faire remonter à la plénière les principales propositions, les questions qui sont soulevées par un grand nombre de citoyens. Donc, c'est une grande occasion. Moi, je demande aux services télévisuels, télé, radio, faites savoir. Et ne dites pas aux citoyens ce qu'ils doivent penser ou pas de l'Europe. Faites savoir qu'ils peuvent avoir leur mot à dire. Donc, c'est la première chose. La deuxième, du moment où les groupes de travail vont commencer à travailler, nous les verrons, ces citoyens qui ont été sélectionnés avec tirage au sort et qui ont accepté d'en faire partie parce qu'il y a des gens qui ont refusé, des gens ont accepté. Et
Alors là, je demande à la presse, encore à la radio, télé, aux journalistes de la presse écrite, à interviewer ces citoyens, aller à leur rencontre, demander, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez accepté? Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Quelles sont vos priorités? Quels sont vos chevaux de bataille? Qu'est-ce que vous voulez? Et voilà, construire des histoires qui aident les grands publics à connaître. Je demanderai aussi des pouvoirs, et ça, c'est encore une fois, c'est surtout les institutions qui doivent les faire au niveau européen, au niveau national, les gouvernements. Il y a un tiers des citoyens de la conférence seront des jeunes entre 16 et 25 ans. Demandons aux influencers dans les réseaux sociaux. Vous pouvez informer vos followers qu'il y a cette conférence, qu'il y a cette plateforme. Après, pensez ce que vous voulez de l'Europe, mais au moins, faites savoir que cet exercice est là et mettez votre opinion, mettez une vidéo, mettez un post sur la plateforme pour augmenter la prise de conscience du grand public. Et après, je demande au gouvernement aussi de s'engager, chacun au niveau national, pour faire des spots à la télé et à la radio, pour organiser des conférences, pour que les ministres et les premiers ministres en parlent au Parlement. D'autant que chaque gouvernement va organiser une série d'événements, normalement, dans le cadre de la conférence. Et voilà, donc par exemple, j'en ai parlé, je sais qu'en France, on aura des initiatives région par région. J'espère, je crois que France Info aussi voudra, il semblerait, y prêter une certaine attention. J'espère que cela va se concrétiser. Et puis, la France prépare la présidence française de l'Union européenne en janvier, qui commence en janvier 2022. Donc, cet exercice, c'est une façon de préparer la présidence française. Donc, je compte beaucoup sur le gouvernement français. J'ai pris contact aussi avec mon ancien ministère en Italie. Je leur suggérais de faire ce qu'on avait fait pendant la présidence italienne en 2014, des spots jusqu'avant les journaux des 20 heures avaient très bien marché. Tous les Italiens savaient qu'on allait faire cette présidence, connaissaient un peu les priorités, connaissaient les logos. Ils savaient que quelque chose s'est passé et ils savaient que l'Italie était au centre de ça. Donc, j'ai suggéré de faire les choses que je viens de partager avec vous. Spot à la télé, à la radio, influence, réseaux sociaux et des débats à l'échelle des grandes villes, des territoires et des régions. Donc, voilà, moi, je crois que c'est ça qu'on doit faire. Après, c'est vrai qu'il y a moins de 20 000 personnes enregistrées dans les plateformes. Il est vrai que ce sont tous là en tant que représentants des ONG, d'associations, des réseaux. Et là aussi, je crois que je comprends qu'une ONG demande au secrétaire général, tu vas t'enregistrer et après, on va, disons, restituer dans la plateforme les résultats de nos débats, etc. Mais malheureusement, et c'est ça que j'ai dit aussi aux membres de l'Union des fédéralistes européens quand on a fait les congrès à Valence où j'étais, comme vous avez bien voulu le rappeler, et réélu président de cette organisation, je leur ai dit, oui, nous sommes inscrits en tant qu'UEF. Nous avons 30 000 membres. L'UEF en Europe a 30 000 membres. Demandons à chacun de nos membres de s'enregistrer. Donc, la société civile organisée qui est déjà présente dans la plateforme, il faudrait qu'il demande à chacun de ses associés, de ses membres, de s'inscrire et de participer. Les syndicats, les partenaires sociaux. Vous voyez, il y a pas mal de moyens. Je vous arrête un instant. Et si on veut creuser un petit peu sur cette question, qui est une question qui vous intéresse, qui m'intéresse, dont on parle très souvent, qui est celle d'une relative, disons, appétence, semble-t-il, des médias pour la chose européenne et peut-être même des citoyens, même si la participation aux dernières élections a semblé démentir ce mouvement. Est-ce qu'on peut se satisfaire de l'explication selon laquelle, voilà, c'est en gros quand même largement la faute des médias qui ne s'y intéressent pas suffisamment? Est-ce qu'on ne peut pas non plus, et c'est l'analyse politique que vous en faites qui m'intéresse, se poser la question de savoir pourquoi sur 450 millions d'habitants, même si l'information n'a pas été très bonne, il n'y a que 20 000 personnes qui participent à cette plateforme, pourquoi les syndicats, comme vous le dites vous-même, ne saisissent pas cette occasion, comme la société civile en général, pour pouvoir investir ce champ et faire remonter véritablement les préoccupations citoyennes? Est-ce que ce n'est pas lié à autre chose? J'évoque et je rappelle à ceux qui nous écoutent que, par exemple, la plateforme est aussi
invite les gens à réagir à des thèmes qui ont été présélectionnés. Il y a des boîtes qui sont déjà définies. Ce n'est pas quelque chose où on peut s'exprimer de façon complètement spontanée et ouverte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui pourraient expliquer ceci, ou est-ce que vous êtes convaincu du fait, puisque vous évoquiez l'exemple de la présidence italienne, c'est très intéressant, parce que la présidence française arrive, que non, malgré tout, avec un effort conjoint et une volonté partagée, ce qui exige aussi très certainement un dialogue peut-être un peu plus structuré entre les différents intervenants, on va réussir malgré tout à intéresser une population qui a montré, on l'a vu dans les eurobaromètres très fréquents, des sondages, on l'a vu dans la participation, qui manifeste malgré tout son intérêt pour la chose européenne. Il y a comme une espèce disons, d'absurdité là, qui est difficile à expliquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que mais là aussi, il y a plusieurs façons de répondre à cette bonne question. D'un côté, je crois véritablement que les médias grand public portent une responsabilité majeure sur l'information sur ce sujet. Et je crois aussi qu'il y a en général, on vit une époque de contradictions, on vit une époque de grandes contradictions. Et d'un côté, il y a quand même une désaffection vis-à-vis du politique et des institutions, une fatigue. Dans cette période, les gens sont intéressés à essayer de se rapprocher d'une vie normale, qui n'est pas encore une. Et donc, ils sont moins, disons, engagés dans le quotidien, dans la chose publique, dans les processus de participation. Et ça aussi, évidemment, ça a un impact sur un exercice à l'échelle continentale. De l'autre côté, je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi des citoyens qui pensent que finalement, ils ne pensent pas qu'ils puissent véritablement avoir un impact, que ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Et donc, d'un côté, les eurobaromètres, les sondages disent que la critique qui a été faite, c'était pas à l'Europe, c'était pas de ne pas agir assez vite pendant la crise sanitaire, non? Et pourquoi il n'y a pas une Europe de la santé? Et pourquoi on n'a pas une autonomie européenne industrielle de la pharmaceutique? Donc, ce sont tous disons, des réactions qui vont aller plutôt dans la bonne direction pour ce qui sont mes convictions personnelles pro-européennes. Et de l'autre côté, il n'y a pas peut-être la conviction, il faut persuader les citoyens que ce processus qui est très nouveau peut avoir un impact important. Et que les plus il y a une prise de conscience du grand public que cet exercice existe, les plus difficiles, ça sera pour les plus sceptiques, les membres plus sceptiques de la conférence, ignorer ce que les citoyens auront dit et auront proposé pendant ce processus. Si par contre, ce processus reste caché un peu et reste un peu dans l'ombre, ce sera plus facile d'ignorer les demandes des citoyens. Donc, c'est un paradoxe parce que pour la première fois, en tant que citoyen, on a véritablement la possibilité de dire quelle Europe nous voulons. Et le fait qu'il y ait très peu de participation, ça risque de donner une arme à ceux qui ne veulent pas écouter les citoyens et qui n'ont aucun intérêt à changer cette Europe. Il y a un grand parti du statu quo qui est là pour garder le statu quo et donc il est là pour cacher au maximum cet exercice. Donc, vous voyez, il y a d'un côté des questions qui sont liées à un moment de notre société qui est très extraordinaire, qui est très, et de doutes aussi. Des doutes. De l'autre côté, il y a aussi une stratégie. C'est clair. Et donc, voilà. Donc, comme j'ai dit dans un débat, au Parlement, j'ai dit, mais vous savez, il y a pas mal de gens il y a une chanson qui est, dont le titre en anglais, c'est « Be still and let the night pass ». Donc, reste sur place et fais passer la nuit. Il y a pas mal de gouvernements qui ont cette attitude par rapport à la conférence. Restons sur place et espérons que la nuit, à savoir la conférence, passe le plus vite possible. Nous devons nous inscrire en faux contre
cette attitude. Merci. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, je lis beaucoup, j'écoute autour de moi et j'interroge aussi beaucoup de personnes de droite et de gauche qui retrouvent tout à fait, qui se retrouvent dans ce que vous dites. Il y a une opportunité qui est offerte, qui est tout à fait extraordinaire. Il y a un grand enjeu démocratique en fait dans cet exercice, au-delà même de ce à quoi il peut porter. Donc, je pense que c'est un message qui est important à faire passer. Alors justement, je voudrais qu'on me concentre avec vous désormais sur l'impact, l'objectif en fait recherché de cet exercice. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Qu'est-ce que vous en attendez, vous et les membres de votre groupe? La question des thèmes qui seront abordés est évidemment très très importante. Donc on peut attendre des choses assez générales comme des choses extrêmement précises. Certains commencent à dire que de toute façon, il y a toujours une façon de voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Il faudra s'assurer du fait, justement, pour revenir à la question démocratique, que les recommandations, puisqu'il ne s'agit que de recommandations, qui seront faites à la fois par la plénière et par les panels citoyens seront véritablement pris en considération dans le cadre de cet exercice. Ça, c'est tout à fait important. Et puis, la question se pose aussi de savoir si on arrivera véritablement à le faire dans un temps qui est quand même relativement réduit. Et donc, je terminerai là-dessus, est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, non pas aussi voir cet exercice comme le lancement d'un processus qui pourrait, d'une certaine façon, se prolonger au-delà même de la fin de la chose, puisque c'est prévu pour le printemps de l'année prochaine, pendant la présidence française d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, tout d'abord, je pense que moi, je veux un processus sans tabou. Je veux un processus véritablement ouvert. Je veux qu'on puisse discuter de tout et qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'il n'y ait pas de blocages, qu'il n'y ait pas de non-dits. Soyons ouverts et discutons de tout ce qui ne va pas, qu'on voudrait faire ensemble, ne pas faire ensemble en Europe, qu'on voudrait que l'Europe fasse pour nous, fasse dans le monde. Sans tabou, y compris la révision des traités. Donc, pour vous, évidemment, c'est très clair. Sans tabou, ça veut dire que si, pour donner suite aux demandes des citoyens, il faut des solutions concrètes, travaillons pour l'Europe des solutions concrètes. Si, pour donner suite aux demandes des citoyens, il faut des nouvelles lois européennes, adoptons des nouvelles lois européennes. Si, pour donner suite aux demandes des citoyens, il faut réviser les traités, révisons les traités. Parce que finalement, c'est ça la seule façon pour être crédible vis-à-vis des citoyens. Pendant le processus et après, ça serait la pire des choses, c'est qu'on fasse ce processus, on adopte une déclaration, des conclusions, et après on ignore ces processus. Donc moi, je vois deux phases. Je vois la phase de la conférence en elle-même, qui vraisemblablement va se terminer, cette première phase, sous présidence française de l'Union européenne l'année prochaine, au printemps, et qui voudra adopter une déclaration sur l'Europe 2030, sur l'Europe que nous voulons dans la décennie devant nous. Et après, je vois une deuxième phase, qui est la phase du suivi. C'est la phase que moi, je dirais, c'est la phase du respect de nos engagements. Et nous nous sommes engagés à écouter les citoyens, nous nous sommes engagés à discuter avec eux, nous nous sommes engagés à utiliser cette conférence pour avoir un grand débat avant d'une grande réforme de l'Union européenne. Et donc, prenons toutes les mesures nécessaires, l'initiative, faisons tout ce qui est nécessaire pour donner suite aux grandes questions, aux grandes demandes des citoyens. On parle beaucoup de quoi qu'il en coûte. Et là, c'est les quoi qu'il en coûte démocratiques. C'est les whatever it takes démocratiques, de la démocratie. Donc, en fait, à vous comprendre, si toutefois parce que, hélas, il y a des précédents qui sont célèbres, si toutefois les recommandations citoyennes ou les recommandations même de la conférence en elle-même n'étaient pas immédiatement et concrètement suivies des faits, ce serait formidablement contre-productif comme exercice. Absolument, absolument. Donc là, il y a une responsabilité qui engage véritablement les États au premier chef. Et moi, je crois que chacun de nous, quand je dis nous, tous les gens qui ont des responsabilités de l'institution, qu'ils soient-ils le Parlement européen, la Commission, les conseils, les parlements nationaux, nous devrons tous être prêts à avoir cette attitude et à prendre cet engagement. Pour ce qui me concerne, à titre personnel, moi, je crois que les parlements européens devaient prendre même l'initiative de révision des traités si les citoyens nous disent « nous voulons pouvoir taxer les multinationales à la majorité. Nous ne voulons pas risquer qu'il y ait toujours un ou autre pays qui nous empêche de faire de la justice fiscale. Si il y a une demande des citoyens d'avoir une politique étrangère plus rapide, plus efficace, plus percutante, plus influente, il est clair qu'une des questions, c'est de dépasser les vétos
dans pas mal des aspects de la politique étrangère. Pour Ça, c'est aussi, une de vos attentes à titre personnel et de votre groupe. La question qui est une question évidemment essentielle. absolument. À titre personnel, c'est d'éliminer les vétos, parce que les vétos nient l'existence de l'Europe. Mettre les vétos, ça veut dire nier à l'Europe d'exister. L'Europe n'existait pas par un choix idéologique, n'existait pas elle ne tombe pas du ciel. L'Europe existe par l'action, existe par les réponses, existe par les solutions concrètes qu'elle trouve pour les bien-être des citoyens. Et donc, il est clair qu'il faut éliminer les vétos parce que les vétos éliminent la possibilité d'exister pour l'Europe. Donc là, implicitement, cela appelle à une révision des traités. C'est un changement absolument majeur d'un point de vue politique, ce qui veut très certainement dire qu'il y aura des résistances extrêmement fortes de la part de certains États, ce qui ouvre aussi la possibilité éventuelle, parce que j'aimerais vous entendre là-dessus, sur la possibilité peut-être d'avoir une Europe à différentes vitesses, si toutefois certains veulent continuer à aller plus vite que d'autres. Moi, je crois que le moment est venu, d'ailleurs, l'Europe a été toujours un peu à plusieurs vitesses, mais aujourd'hui, le moment est venu de placer ces plusieurs vitesses à l'intérieur d'un projet politique nouveau pour l'Europe, à l'intérieur d'un contexte politique nouveau. Il nous faut un groupe dynamique des peuples et d'États qui partagent un projet politique, qui soient prêts à aller de l'avant pour donner pleinement suite à toutes les demandes de la conférence. Et si pour cela est nécessaire d'aller à l'avant à 9, à 10, à 15 par un groupe de pays, allons de l'avant par un groupe de pays. Nous ne pouvons pas obliger des peuples et des gouvernements à nous suivre. Nous ne pouvons plus accepter qu'un gouvernement, un parlement ou même un peuple par un référendum national nous empêche à nous tous d'aller de l'avant. C'est l'Europe du groupe dynamique de la démocratie, c'est l'Europe du libre choix pour tout le monde, pour ceux qui veulent aller de l'avant, pour ceux qui veulent rester dans le statu quo. Et c'est l'Europe dans laquelle chacun choisit son rôle et sa place. Donc la question démocratique pour vous de la machine démocratique européenne est absolument essentielle. Donc la question institutionnelle, d'après ce que je crois comprendre. Donc vous évoquez peut-être d'autres changements institutionnels, ou y compris en termes de processus électifs? Pour moi, il est clair qu'il faut, d'un côté, permettre à l'Europe de fonctionner de façon plus démocratique. Plus démocratique, ça veut dire décision à la majorité prise par les ministres au Conseil et les représentants des citoyens au Parlement européen. Et ça veut dire aussi travailler pour construire cet espace politique et citoyen transnational qui encore manque en Europe. Ça veut dire que nous devons changer la façon dont nous élisons nos représentants au Parlement européen. Et il faut pouvoir voter directement aussi les mouvements politiques européens. Donc, il faudrait doubler les choix démocratiques des citoyens. Il faudrait qu'en 2024, on ait d'un côté un premier bulletin pour la circonscription nationale France, comme ça arrivait en 2019. Moi, j'étais un des 78 élus en France. Un deuxième bulletin dans lequel on veut directement les mouvements politiques européens, un bulletin qui est commun dans toute l'Europe, commun dans une circonscription unique européenne. Il faut donner un véritable pouvoir d'initiative législative au Parlement européen. Là aussi, je viens de terminer un débat au Parlement européen où je dis, mais chers collègues, pour les citoyens ordinaires, ceci n'est pas un parlement et on est dans les pays des Maghreb. Même si les rapports d'initiative existent, ce qui est déjà depuis Lisbonne, ce qui est déjà. Si on veut aller dans les détails, on est un peu à mi-chemin, mais il faut donner et reconnaître un plein pouvoir d'initiative législative au Parlement européen, pas parce qu'il serait utilisé particulièrement de façon très fréquente, mais parce que ça nous donnerait la possibilité d'être perçus par les citoyens comme un vrai Parlement. Jusqu'à quand on n'aura pas ces droits d'initiative, les citoyens penseront oui, mais est-ce que le Parlement européen, c'est un vrai Parlement? Nous sommes un Parlement, mais donc ça, c'est un aspect. Après, il y a d'autres aspects. Par exemple, pour moi, il faut travailler sur la croissance durable. Il faut avoir un grand projet, un nouveau pacte de croissance durable. Et ces règles de Maastricht, ces paramètres, les 3%, les 100%, les pactes de stabilité et de croissance, ils appartiennent à notre époque. Aujourd'hui, il nous faut un pacte de croissance durable qui soit axé sur la transition écologique, sur la transformation numérique, qui puisse permettre au niveau national et promouvoir au niveau européen
des grands projets d'avenir avec des investissements sur cet axe. Donc, finalement, il faudrait, si on regarde dans une perspective Europe 2030, pérenniser ce qu'on a fait pour contrer la crise sanitaire, ce plan de relance, Next Generation EU, ce grand plan de relance européen. C'est une réponse extraordinaire à une situation extraordinaire. On a décidé de créer de la dette commune européenne, d'aller sur le marché pour trouver la liquidité nécessaire, de donner à l'Europe de nouvelles ressources comme les mécanismes, disons, carbone aux frontières externes, disons, d'utiliser des ressources à la lumière du principe pollueur-payeur. On a décidé des choses extraordinaires. Et ceci ne doit pas se terminer avec la crise sanitaire. Ceci doit devenir permanent. Donc voilà, c'est un autre aspect que je crois fort important. Disons, c'est pacte pour les investissements en croissance durable. Après, il faut renforcer l'action de l'Europe pour la jeunesse sous toutes ses formes, éducation, recherche, garantie jeunesse, insertion des jeunes dans le marché du travail, des choses qu'on fait, mais il faut absolument les renforcer. Il faudrait que et ça sort de la conférence, un grand plan pour la jeunesse européenne. Ce sont quelques priorités pour moi, pour la délégation auquel j'appartiens, qu'on va proposer à la conférence. On doit tout d'abord écouter les citoyens, on doit aller là avec nos propositions, nos idées. Les plus nous partageons ces idées, les plus nous allons nous en débattre, les plus nous aurons de la chance de renforcer nos propositions et de créer aussi des alliances citoyennes. Moi, je crois que dans la conférence, il faudrait travailler sur des grands alliances citoyennes, sur des grands thèmes, sur des grandes priorités. Alors, je vous propose de terminer là-dessus. Sur un sujet qui, je sais, vous est cher. On comprend au travers de ce que vous dites que la question vraiment de la démocratie, du fonctionnement même de l'Europe, qui soit plus performant et évidemment plus légitime, vous tient à cœur. On comprend aussi, et j'entends ce qu'on me dit ici et là, que c'est un sujet qui est tout à fait transversal, somme toute, et qui, d'ailleurs, au quotidien, vous permet de vous retrouver au Parlement européen entre députés de droite, députés de gauche. Est-ce que vous avez le sentiment que cette conférence est aussi l'occasion de redonner un souffle nouveau, et je pense au Parlement européen en particulier. Le club crocodile n'existe plus, mais il était représentatif justement d'un accord, d'un front, d'une alliance, puisque c'est le terme que vous utilisiez à l'instant, entre des députés européens d'horizons politiques différents et qui pouvaient d'ailleurs tout à fait imaginer que l'Europe en prenne telle direction plutôt que telle autre, mais qui voulaient d'abord et avant tout s'assurer du fait que cette Europe ait la capacité à s'orienter dans cette direction et que pour ceci, il fallait absolument travailler sur la question des traités et du fonctionnement institutionnel de l'Europe, ce qui avait permis d'ailleurs d'appeler à une révision des traités en 1984 avec Spinelli et ses camarades derrière lui. La même chose pourrait se faire justement dans les mouvements de nature citoyenne ou de la société civile qui pourraient s'associer à cet effort. Est-ce que vous avez le sentiment, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, et est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut saisir le moment qu'est la conférence pour imprimer cet élan qui aille au-delà, parce que je crains que ça ne puisse s'arrêter au-delà de l'exercice de la conférence qui se termine encore une fois dans un peu plus de 6 mois. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce que nous allons faire. Et nous allons tout faire pour que cela arrive. Au Parlement européen, vous parliez d'Altiero Spinelli, du grand parlementaire européen. On a créé un groupe Spinelli, qui rassemble des députés des différents groupes, les Verts, la gauche, les partis populaires européens, les Renew, les sociodémocrates. Plusieurs sont représentés et plusieurs des membres de ces groupes sont aussi membres de la conférence, comme moi-même. Nous allons énormément travailler avec le groupe Spinelli, avec l'Union des fédéralistes européens pour promouvoir ces alliances entre parlementaires européens nationaux et citoyens qui partagent certaines grandes questions transnationales. Donc, on peut s'attendre, question piège, à ce que se passe au niveau du Parlement européen se passe au niveau national. Je prends un exemple français que certains comprendront peut-être mieux parmi notre auditoire. Donc, on a vu des parlementaires appartenir à ce groupe Spinelli et ensemble, par-delà leurs divergences politiques, s'associer résolument à cet exercice qu'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Moi, je n'ai pas vu la même chose en France entre des députés de la France insoumise, des députés de En Marche, des députés de LR, des députés du Parti socialiste ou autres qui disent
résolument, associons-nous à cet exercice pour penser ensemble l'Europe de demain. Pourquoi cela n'arrive pas? Écoutez, alors, bon, n'arrive pas pour plusieurs raisons. Le Parlement européen, c'est un Parlement qui est fruit d'un choix proportionnel, qui est habitué à construire des majorités au cas par cas, proposition de loi par proposition de loi. Le Parlement français, c'est un Parlement élu avec un scrutin majoritaire qui doit soutenir une majorité. Donc, les clivages majorité-opposition est beaucoup plus fort. Ceci dit, il est temps de dépasser ces clivages. Il est temps de rassembler des femmes et des hommes d'horizons différents, des courants politiques différents, autour des projets que finalement ils partagent. Et je crois que sur le dépassement du veto, sur un pacte de croissance durable, sur une Europe des solutions concrètes, une Europe de la justice fiscale, une Europe d'une démocratie plus forte, avec des véritables mouvements politiques européens, avec un droit d'initiative législative du Parlement européen. Pour citer seulement certains des points qu'on a évoqués aujourd'hui, il est tout à fait possible et il est nécessaire de dépasser les clivages. Et ça, c'est absolument, pour ce qui me concerne, l'attitude avec laquelle je suis arrivé au Parlement européen. Les Français m'ont élu sur un projet. Évidemment, je suis lié par ces projets qui est le projet Renaissance, mais je suis dans le quotidien toujours ouvert, et je le serai encore plus dans la conférence, à travailler avec des groupes politiques différents, sans préjugés, sans parti pris. J'espère que tous les autres groupes auront cette attitude, et j'espère que tous les élus en France, dans les différents groupes, auront cette attitude et qui voudront exploiter pleinement cet exercice qui est la conférence. La conférence était avant tout, c'est vrai, une proposition du président de la République, Emmanuel Macron, qui a proposé ça dans sa lettre Renaissance le 4 mars 2019, dans laquelle il avait déjà cassé des codes. C'était la première fois qu'un membre du Conseil européen, un chef d'État, ne s'adressait pas à ses pairs dans les conseils européens, mais s'adressait directement aux citoyennes et aux citoyens d'Europe. Continuons de casser les codes et ne restons pas tétanisés sur le fait « Oh, c'est Macron qui l'a proposé, il y aura la présidence française et puis il y aura la présidentielle, donc surtout pas travailler ensemble. » Non, nous devons travailler ensemble parce que ce que nous faisons, ça va au-delà de la présidentielle. Ce que nous faisons, c'est bâtir ensemble notre futur, notre avenir commun en Europe. Ça veut dire penser à ce que nous voulons être en 2030, à quelle société nous voulons laisser à nos fils en 2030, 2035, 2040, dans lesquelles eux, ils seront les protagonistes. Et donc, c'est ça qui doit faire bouger les lignes. J'espère que tous les autres élus en France, dans les différents groupes, ils ne les font pas à l'Assemblée. Vous avez bien raison et c'est regrettable. J'espère qu'ils pourront les faire au Parlement européen et peut-être ça pourrait être un bon modèle pour la présidentielle en France. Ça me paraît être un très bon mot de conclusion. Donnons-nous ensemble les moyens de nous opposer au travers de cette conférence. Merci beaucoup, Sandro Gozzi. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques temps. Au revoir. Merci à vous, avec plaisir.